Eh ben, on va commencer, si ça vous convient. Merci à tous d'être parmi nous pour ce webinaire Mieux piloter pour mieux durer avec Alexandra et Swazik, que je laisserai se présenter après. Ouais. Rapidement, je vais voilà, rebalayer un peu le MFQM, donc le Mouvement français de la qualité du management, qui fête ses 25 ans l'année prochaine et qui a pour vocation et raison d'être un réseau d'entreprises et d'organisations pour contribuer à la performance globale et durable et au progrès permanent. Donc, en fait, on essaie aussi de vous présenter en fait des inspirations et des sujets sur ces thématiques. Les quatre thématiques que l'on a en dessous, donc avec une gestion de la gouvernance et de la stratégie de l'entreprise pour vous accompagner vers un plan d'action, de le déployer en qualité, en amélioration continue, avec nos sujets d'amélioration continue et les différents clubs audit croisé et aussi tout ce qui est labellisation et normalisation. On travaille aussi sur la RSE, la stratégie, comme je le disais tout à l'heure, avec le club RSE et le challenge RSE qui est en cours. Ensuite, on va le déployer en fait auprès des équipes. Donc, on intervient en fait au niveau du management des équipes avec une volonté de travailler sur la posture managériale et la transmission en fait des informations avec les club managers aussi qui focus. Et puis ensuite, on intervient bien sûr comme les équipes sont constituées d'hommes et de femmes. Au niveau des richesses humaines, avec aussi donc, un focus sur un club coach. Voilà, vous pouvez retrouver le programme. Je vais vous mettre le lien sur le chat du programme actuel à venir pour finir de présenter le MFQM. C'est plus de 200 organisations. Donc, dans les organisations, toute personne peut venir s'inspirer, s'enrichir en fait les uns les autres, partager les bonnes expériences et ensuite on est sur tous les 5 départements puisque nous sommes Pays de Loire, donc aussi bien sur Nantes, Angers, La Roche, Laval et la Sarthe, donc Le Mans. Voilà, je vais vous laisser entre bonnes mains, parce que le but, c'est pas de discuter. Et c'était une bonne continuation. Puis, très gentil vous avez lancé le sujet. Oui, bah du coup, c'est mon dernier jour. Donc, il me reste quoi, 1 heure. Donc, dernier webinaire chez l'UMFPM. Merci à tous. J'ai été ravie de travailler avec Charlotte. Merci de m'avoir redonné confiance au monde du travail et de partager avec vous des bonnes valeurs. Voilà, bah, je laisse Swazik et Alexandra vous présenter le sujet du webinaire. Merci Charlotte, merci Églantine. Bienvenue et merci de participer à ce webinaire. Donc moi je suis Alexandra, donc c'est pas marqué sur ma petite étiquette. Alexandra Beau, donc je vais vous présenter aujourd'hui avec Swazik notre méthodologie et notre approche pour aider les entreprises à mieux durer. Le webinaire va se dérouler un peu en 2 temps. On va faire une présentation qui est quand même assez dense. On a mis des exemples pour que vous compreniez, etc. Mais on va faire plutôt un temps de présentation. On va vous expliquer notre méthodologie pendant une vingtaine de minutes. Et puis, on va réserver les questions plutôt pour la fin. Comme ça, on aura un vrai temps d'échange où on pourra partager avec vous, bah voilà, répondre à vos questions et puis échanger s'il y en a qui veulent creuser le sujet. Voilà pour la manière dont ça va se passer. Et puis, on va commencer tout de suite et je vais laisser Swazik se Et présenter. juste une petite précision, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat. On propose, comme l'a dit Alexandra, de plutôt y répondre à la fin. Donc voilà, mais n'hésitez pas bon, soit évidemment prendre la parole à la fin du webinaire ou bien mettre vos commentaires, questions dans le chat. Donc moi, je suis Swazik Rombé, j'ai 15 ans d'expertise dans le secteur du conseil, environ 13 ans dans un groupe international où j'ai accompagné des grands comptes sur la gestion de leur performance fiscale et financière dans un premier temps. Et puis, je suis arrivée sur Nantes en 2023
où j'ai créé un cabinet mon cabinet de conseil indépendant qui s'appelle Be for Good. Et c'est dans ce cadre-là que voilà, j'ai connu Charlotte, le MFQM, et je suis maintenant administratrice également du MFQM et référente sur les sujets de commission programme. Et donc, je propose avec plaisir aussi des interventions MFQM. Donc, aujourd'hui, mon activité est d'accompagner les entreprises sur la structuration de stratégie, du diagnostic à l'établissement d'une feuille de route et à la mise en action. J'accompagne également des entreprises un peu plus grosses sur la structuration et la définition des impacts de leurs projets de transformation ou de restructuration et sur des diagnostics financiers et stratégiques. Voilà. Alexandra, je te laisse Et te présenter. oui. Donc moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en cabinet de conseil et dans l'accompagnement et le financement entrepreneurial. J'ai travaillé aussi bien pour des grands groupes internationaux que des PME et aussi des startups. Et donc, j'ai fondé Innovadura, donc un cabinet de conseil en stratégie durable pour accompagner les entreprises qui veulent à la fois aligner engagement et durabilité, mais aussi viabilité financière pour être plus robustes dans le temps. Donc avec Swazik, on a deux parcours, mais on a développé une expertise commune qui nous a amené à développer un outil commun qu'on va vous présenter plus tard. Mais donc voilà, dans un premier temps, on va vous parler un petit peu plus de de ce regard et de cette expertise commune qu'on a en commun. Donc avant de rentrer dans le détail de notre méthodologie, juste pour poser les bases en fait de la discussion et de nos expertises finalement. Donc vous l'avez compris, un parcours différent avec Alexandra, mais une expertise commune qui est d'accompagner la performance des entreprises. Plus concrètement, comment on voit nous notre accompagnement, comment il se déroule. Évidemment, on va aller regarder les blocs dits traditionnels d'une stratégie, en commençant par la finance, pour aller évaluer la rentabilité, la solidité économique de l'entreprise. L'adéquation au marché, donc il y a un élément vraiment clé aujourd'hui dans tous les mécanismes de transformation avec des marchés qui sont vraiment mouvants, changeants, donc comment l'offre se positionne par rapport à ces nouvelles attentes. Comment l'entreprise est structurée d'un point de vue capital humain? Est-ce qu'elle a les talents à disposition pour pouvoir continuer son développement et aller vers de la durabilité? Et puis finalement, le dernier bloc qui est intégré dans l'ensemble des différents éléments dits classiques de la stratégie, qui est la durabilité, la capacité de l'entreprise à s'adapter aux nouveaux enjeux et à créer de la valeur à long terme. Donc vous voyez que la durabilité, pour nous, c'est une pièce du puzzle, c'est pas la seule. Et ce qui est important, c'est de comprendre que dans notre façon de voir les choses, la durabilité doit être finalement positionnée à chaque niveau de la stratégie de l'entreprise pour être performante. Oui, avant de continuer et de vous présenter vraiment cette méthodologie, moi j'ai une question simple, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de stratégie et de performance au sein d'une entreprise sans parler de durabilité? Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes comme nous, vous êtes convaincus que la réponse est non. Aujourd'hui, les entreprises, elles évoluent à la fois dans un environnement qui est de plus en plus complexe. On le voit, le contexte géopolitique et économique, que ce soit national ou international, c'est très fluctuant, hein. Je vais pas refaire le Hunter de ce soir, mais voilà, tous les jours à son lot de crises politiques, économiques. Ça rend les marchés qui sont très instables, commercialement parlant, pour les entreprises, c'est compliqué. À côté de ça, on a des phénomènes météorologiques liés au dérèglement climatique qui sont de plus en plus extrêmes, avec des risques physiques qui deviennent de plus en plus importants, des inondations, des grandes inondations, des méga-feux, etc. Donc ça, c'est pareil, tous les ans, on le voit, ça prend de l'ampleur de plus en plus. Et il y a une menace réelle et physique pour les entreprises, des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus importantes également, et des financeurs qui sont de plus en plus exigeants. Et donc la durabilité, elle permet un petit peu elle permet pas d'éviter toutes ces crises qui nous tombent dessus, mais elle permet de mieux s'y préparer. Ça permet d'anticiper les risques et de proposer des outils pour les gérer. Quand la crise arrive, on est plus armé, on est plus robuste et donc on est plus à même de gérer cette crise. Et c'est vraiment cette vision et cette vision qui nous a amené à formaliser une méthodologie qui permet de vraiment
mesurer à la fois, évaluer et mesurer les risques et savoir comment les maîtriser derrière en tant qu'entreprise. Au niveau de notre approche, pour aller un peu plus dans le détail, donc qu'est-ce que cette approche, de manière très concrète, elle peut apporter? Dans un premier temps, sécuriser votre stratégie. On sait qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de définir un cap, que ce soit au niveau du dirigeant, de savoir comment il doit justement naviguer dans ce monde incertain, ou bien les pilotes de projet, comment prendre en compte les différents éléments, qui vont venir impacter, mon projet. Et comment je peux éviter aussi en tant que dirigeant ou pilote de projet des erreurs qui peuvent s'avérer aujourd'hui très coûteuses parce que j'aurais oublié de prendre en compte une réglementation ou une évolution de marché qui va venir impacter mon projet ou mon entreprise. Et donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises vers un pilotage d'activités ou de projets plus sereins. Et le deuxième élément, c'est face à l'ensemble des incertitudes qu'Alexandra a évoquées, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché? Que l'ensemble des acteurs ont besoin de réassurance, ont besoin de s'assurer que les entreprises avec lesquelles ils vont travailler ont analysé les risques, les ont anticipés, s'y sont préparés et ont également les bonnes façons de travail en interne pour faire face à l'ensemble de ces incertitudes qui viennent secouer le monde économique. Et donc, cette approche va venir aussi crédibiliser votre démarche et rassurer vos parties prenantes. Alors, juste un petit point de précision sur notre méthodologie. On n'est pas sur un diagnostic RSE. Là où le diagnostic RSE va plutôt évaluer la maturité RSE d'une entreprise. Nous, notre méthodologie, elle propose d'intégrer la durabilité dans la stratégie globale, donc en reliant la RSE, mais aussi la viabilité financière. Il ne s'agit pas non plus d'un rapport financier ou comptable. Eux, ils sont plutôt basés sur des données passées. Elles analysent les résultats qui ont déjà eu lieu. Nous, on utilise plutôt des données financières et extra-financières pour évaluer la performance future ou à venir. Donc voilà, c'était pour faire pour vous situer un petit peu où est-ce qu'on se positionne et surtout ce qu'on ne fait pas aussi. Et donc maintenant, on va pouvoir rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va vous détailler un petit peu notre approche, notre méthodologie qui repose sur 5 dimensions. Pour chacun des 5 piliers, on va vous expliquer la méthodologie, ce qu'on analyse et puis des exemples d'indicateurs et voire même des exemples concrets de comment ça s'est appliqué dans certaines entreprises qu'on a pu accompagner. Donc, le premier pilier, j'en parlais tout à l'heure et Swazik aussi l'a bien dit tout à l'heure, on intègre et on a voulu vraiment dans notre méthodologie, ça nous a paru évident d'intégrer la robustesse financière de l'entreprise à moyen et long terme, mais au-delà des indicateurs classiques. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre évidemment les indicateurs produits classiquement, mais on ne se limite pas au ratio habituel. On va aller chercher à vraiment détecter les failles invisibles qui peuvent fragiliser la performance. Donc, on intègre des risques aussi extra-financiers qui vont avoir un impact sur le volet financier. Donc, des risques environnementaux, des risques sociaux, des risques réglementaires, géopolitiques, etc. On va aller identifier des coûts cachés ou qui sont mal appréhendés. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on a des résultats qui s'effondrent d'un côté. Donc, nous, on va essayer d'aller comprendre pourquoi ces résultats sont fragilisés, pourquoi il y a des tensions de trésorerie, où est-ce qu'il y a des dépendances critiques également. Donc, on cherche vraiment à évaluer la pérennité du chiffre d'affaires dans ce monde en transition qu'on a abordé tout à l'heure. Donc, également, est-ce qu'on va pouvoir continuer de produire, parce qu'on va avoir la capacité demain à produire pour générer ce chiffre d'affaires qui est nécessaire pour faire vivre l'entreprise. Donc, le volet financier, on l'aborde vraiment de cette manière-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on coche toutes les cases et est-ce qu'on a bien identifié tous les risques qui pourraient mettre en péril ces indicateurs financiers? Le deuxième pilier concerne le modèle économique et ses interdépendances. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on entend par là, qui sont des mots parfois qui paraissent un peu savants. Dans un premier temps, on va déjà cartographier les points de dépendance du modèle d'affaires existant. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Un exemple concret, si 80% de votre chiffre d'affaires dépend d'un seul client ou d'un seul canal de distribution, par exemple, bah là, vous avez un point de fragilité qui va être identifié. Deuxième exemple concret, vous fabriquez un produit avec une matière première qui vient d'un pays étranger. Demain, ce pays ferme ses frontières ou bien durcit ses règles de commerce international. Hein. Je pense que cet exemple résonne dans la tête de tout le monde aujourd'hui. Ben voilà, qu'est-ce qui se passe là? Également, vous avez un point de fragilité qui est identifié et nous, comme le disait Alexandra, on va aller chiffrer ce point de fragilité. Qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage de chiffre d'affaires à risque? Qu'est-ce que ça représente en pourcentage d'approvisionnement à risque pour justement pouvoir aiguiller l'écriture d'une feuille de route et pouvoir identifier les éléments sur lesquels on doit se focaliser tout de suite. On va regarder aussi la pertinence de l'offre de l'entreprise dans ce monde qui change. Est-ce que vos produits sont adaptés aux exigences croissantes en termes de réglementation et en termes de durabilité? Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des leviers d'action pour sécuriser votre activité à long terme. Alexandra, je te laisse détailler le pilier numéro 3. Oui, merci. Hop, voilà. Et donc, ce pilier numéro 3 va mettre l'accent sur ce qu'on peut regrouper communément sur le volet social, humain. Donc là, on va chercher vraiment à évaluer dans quelle mesure l'entreprise s'appuie ou non sur son capital humain comme levier de performance pour durer. Donc, on va aller au-delà du simple climat social, on va vraiment aller analyser la gestion des talents, la capacité à attirer les bons profils, les bonnes compétences et surtout à les fidéliser et les faire monter en compétences dans l'entreprise. On identifie aussi donc les coûts qui peuvent être cachés, qui peuvent être liés aux tensions RH. Ça peut souvent peser assez lourd quand il y a des tensions RH. Donc ça apparaît pas en tant que tel dans un bilan ou dans un compte de résultats et pourtant ça peut vraiment plomber des résultats financiers. Donc concrètement, on va regarder par exemple le niveau de structuration de la politique RH. On est parfois un petit peu étonné dans nos accompagnements de constater que la politique RH n'est pas forcément structurée, formalisée, avec des process qui sont rédigés et appliqués de manière formelle dans l'entreprise. On va regarder le déploiement effectif de la QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail. Donc là, il ne s'agit pas de juste est-ce que l'entreprise a fait un document regroupant des éléments de QVCT, mais c'est vraiment comment elle le déploie, comment ça se manifeste et est-ce que c'est efficace en interne, est-ce qu'il y a des répercussions et des bénéfices qui ressortent de cette politique de qualité de vie au travail. Donc l'objectif, il est vraiment clair, il est de sécuriser la dimension humaine pour en faire vraiment un vecteur de performance pour l'entreprise. On replace l'humain au centre de la performance de l'entreprise, qui est clé. Attirer les bons talents et les garder, c'est un vrai challenge. On le voit de plus en plus avec les entreprises avec lesquelles on échange. Il me semble, Soisy, que tu as eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une discussion à ce sujet-là que tu voulais nous partager. C'est exactement le cas que j'ai eu récemment, où j'ai eu l'occasion de discuter avec une entreprise nantaise qui est active dans la sécurité des bâtiments, une PME qui va très bien hein, et qui a besoin en fait d'accompagner sa croissance en structurant en fait ses ressources humaines. Aujourd'hui, l'entreprise est dans une situation difficile, à la fois noyée dans des besoins de recrutement, manque de disponibilité en interne pour structurer les choses et notamment une politique RH claire et efficace, et aussi du coup difficulté à comprendre les attentes des nouvelles générations. Donc l'intérêt d'une telle démarche, nous, c'est qu'on va aider aussi vraiment à structurer une politique efficace, à quantifier les coûts d'implémentation et aussi les risques à ne rien faire. Passons sur le volet numéro 4 qui concerne la gouvernance. Donc ça, c'est un point qui parfois paraît assez éloigné du côté très opérationnel des entreprises. La gouvernance, je voulais juste rappeler que c'est un des piliers en fait de la démarche de la durabilité
RSE ou ESG, donc environnement social et gouvernance. Et nous, concrètement, pour revenir à toujours ces aspects terrain qui nous intéressent, comment on va appréhender cette partie gouvernance. Donc, on va regarder comment le dirigeant et l'équipe dirigeante pilotent son entreprise ou ses différents projets et quelle est l'organisation concrète au jour le jour. 3 exemples précis à ce sujet. Est-ce que, par exemple, l'entreprise a formalisé un reporting RSE régulier? Si oui, est-ce qu'il est communiqué de manière régulière et à qui? Ou est-ce que ce sont des sujets qui sont peu structurés et finalement encore un peu à la marge? Quel est le processus de décision de l'entreprise lorsqu'elle veut investir dans des nouveaux marchés, lorsqu'elle veut lancer un nouveau projet ou un nouveau produit? Est-ce que les collaborateurs clés ou partenaires sont inclus dans le processus de décision ou bien est-ce qu'on reste dans une méthode assez ancienne enfin, la décision est au niveau d'un cercle restreint? Et enfin, est-ce que l'entreprise a mis en place des outils d'alerte comme un tableau de bord qui peut permettre d'anticiper des problèmes de trésorerie ou des tensions RH? Donc vous voyez que on est bien loin voilà, des grands mécanismes qu'on imagine de gouvernance et que c'est tout à fait applicable pour des PME et des entreprises à taille plus réduite. Je crois qu'Alexandra, tu as un exemple concret que tu voulais partager aussi sur ce sujet. Oui, exactement, parce que c'est vrai que la gouvernance, ça reste encore le pilier le plus abstrait quand on accompagne des entreprises. Le volet environnemental, les gens voient bien en général, le volet social aussi. La gouvernance, c'est toujours un peu plus flou. Et donc, je vais vous montrer un exemple de comment on a travaillé là-dessus en amont avec une entreprise et comment ça a pu lui servir derrière. J'ai accompagné il y a quelques années une entreprise, une PME qui travaillait qui avait besoin pour produire, de composants électroniques. Et donc, elle avait pris l'habitude, on a fait ensemble un état des lieux de son entreprise, etc. Et j'ai vu que elle avait pris l'habitude, en cas de tension de trésorerie, et vous allez peut-être vous reconnaître un petit peu dans ces pratiques, de décaler ses paiements fournisseurs. Voilà, quand la trésorerie avait tendance à se tendre, le premier réflexe et un des premiers leviers que l'entreprise activait, c'était de retarder ses paiements fournisseurs. Et quand on a travaillé ensemble, ça a été identifié comme vraiment un point de vulnérabilité dans la mesure où les fournisseurs, une rupture d'approvisionnement, notamment chez certains fournisseurs, pouvait entraîner une rupture de la production et donc derrière de la capacité à produire, à livrer et à générer du chiffre d'affaires. Donc, on a retravaillé certains process et on a notamment mis en place des procédures qui permettaient de sécuriser les paiements dans les temps, notamment vers les fournisseurs les plus critiques. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais on a vraiment essayé de mettre en place une politique de paiement dans les délais, alors pas en avance, mais pas en retard non plus, ce qui a permis de sécuriser la relation avec les fournisseurs. Les événements dans le futur ont donné raison à cette politique parce qu'il s'est avéré qu'il y a eu une pénurie de certains de ces composants, de certaines matières premières qui composaient les composantes électroniques dont l'entreprise avait besoin. Et donc, son fournisseur se trouvait dans l'incapacité de pouvoir répondre à toute la demande qu'il avait. Et en fait, l'entreprise que j'avais accompagnée a été priorisée par ce fournisseur, tout simplement parce qu'elle avait été identifiée comme un bon payeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix. Qui je vais approvisionner? Je vais approvisionner ceux avec lesquels je suis sûre d'être payée dans les temps. Donc là, voilà, c'est vraiment l'exemple typique d'une bonne pratique où on voit que des mécanismes ces mécanismes qui sont simples, finalement peu coûteux à mettre en place. La trésorerie, on peut actionner d'autres leviers quand on est en cas de tension de trésorerie et ça nous protège en cas de crise et de tirer son épingle du jeu par rapport à d'autres entreprises. Sois-y que je te laisse pour le dernier pilier. Et donc le dernier bloc, évidemment, quand on parle de durabilité, on va regarder l'impact environnemental, évidemment. Mais ici, ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est qu'on va beaucoup plus loin que simplement regarder les émissions carbone, même si évidemment c'est important. On va aller dans un premier temps évaluer les vulnérabilités et les risques physiques que l'entreprise risque potentiellement par rapport à la multiplication des événements environnementaux et dans quelle mesure ça peut venir affecter ces infrastructures et ces actifs, tels que les inondations, les stress hydriques ou bien les feux de forêt.
ou les vagues de chaleur. On va aussi regarder les opportunités de réduction de coûts via notamment des démarches d'éco-efficience, puisque c'est aussi important de garder en mémoire que l'éco-efficience a vraiment un impact non négligeable sur la rentabilité des entreprises. Et on sait qu'aujourd'hui, la trésorerie et la rentabilité, c'est le nerf de la guerre. Et enfin, l'aspect produit. Est-ce que les biens proposés par l'entreprise sont faciles à réparer ou à recycler, par exemple? Et donc là, pourquoi on va regarder ça? Et évidemment, dans un premier temps, par rapport à l'impact environnemental, mais pas que. C'est parce qu'ici se jouent aussi vraiment des avantages compétitifs très concrets. Donc les coûts moindres sur le cycle de vie, l'anticipation des futures normes et l'attractivité renforcée auprès des clients. Donc vous voyez bien qu'ici, on est bien loin d'un bilan carbone unique, mais vraiment l'idée, c'est d'aller mettre le doigt sur les leviers qui permettent à la fois de réduire les risques, les coûts et de créer de nouvelles opportunités de marché. Enfin, pour bien illustrer voilà, notre méthodologie, Alexandra voulait vous partager un cas concret d'une entreprise. Ouais, je voulais partager ce cas parce qu'il illustre vraiment bien la manière dont dans tous les piliers s'imbriquent, à la fois le volet environnemental, la gouvernance et comment tout ça affecte finalement les résultats financiers de l'entreprise. Donc là, on change un petit peu de domaine. On est sur un domaine qui parle à beaucoup de monde. On est sur un domaine viticole familial français, une quinzaine de salariés que j'ai pu accompagner il y a quelques années. Et lors du premier diagnostic, j'avais identifié qu'il y avait une forte dépendance qui pouvait menacer la stabilité économique du domaine. Pendant 20 ans, ils achetaient 100% de leurs bouteilles en verre donc, auprès du même verrier local, donc qui était plutôt une pratique. On était sur du local, circuit court, etc. Donc c'était plutôt bien. Mais ils avaient tissé donc une vraie relation de confiance. Ils avaient des prix négociés, etc. Mais il y avait quand même une forte dépendance totale à un seul fournisseur. Tant que tout va bien, ça va. Le jour où ça va plus, le jour où il y a cession d'entreprise parce que des parents retraite, etc. Ça peut poser des problèmes. Et donc il n'y avait pas de contrat vraiment formalisé sur toutes les choses qui avaient pu être négociées un peu. Voilà, on était dans un univers où les choses se font un peu parfois comme ça. On se serre la main et puis ça va bien. Je te livre la semaine prochaine, c'est parfait, c'est bien. Et donc ça crée une vraie vulnérabilité pour le domaine. Donc, à la suite de l'accompagnement, ils ont renégocié et retravaillé les contrats pour les sécuriser, donc mettre vraiment bien à plat et s'assurer que tout était bien d'un point de vue réglementaire, etc. Ils ont fait une recherche de fournisseurs alternatifs aussi pour le jour où il y aurait besoin avoir déjà commencé un peu ces démarches-là. Il s'est avéré que quand la crise énergétique en 2022 a fait tripler le coût de production du verre, il y a beaucoup de domaines viticoles qui ont été un peu pris de court. Mais celui avec lequel j'avais pu travailler, ils ont vraiment pu contenir l'augmentation des coûts parce qu'ils avaient des contrats qui avaient été bien rédigés, qui avaient été bien faits. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas par la suite suivi l'augmentation des cours de l'énergie parce que le verrier, forcément, sinon, il ne s'y retrouve pas. En tout cas, pour l'année où ça a pris tout le monde de court, vraiment en 2022, il y a eu des vrais enjeux à ce niveau-là. Ça a permis au domaine déjà de pouvoir avoir le nombre de bouteilles suffisantes aussi, parce qu'il y avait un contrat qui était engageant sur le nombre de bouteilles. Et donc, il a pu embouteiller toute sa production de vin, ce qui n'a pas forcément été le cas dans tous les domaines viticoles. Et puis, par la suite, de vraiment avoir une relation fiable et stable avec son fournisseur. Et donc, il y a d'autres menaces qui sont succédées depuis sur ce secteur. Le secteur viticole est un secteur qui connaît des crises d'année en année. Une année, c'est la sécheresse, des épisodes de grêle en 2023, 2024, des tensions géopolitiques qui augmentent des droits de douane l'année suivante. Enfin voilà, c'est un secteur où on peut pas faire disparaître les risques, mais en s'y préparant et en mettant en place des bonnes fondations, on voit que l'entreprise réussit à
passer les crises beaucoup plus sereinement et surtout là où d'autres domaines, même de plus grande taille, on pourrait se dire qu'elles ont les reins plus solides, entre guillemets, ben, en fait, elles tirent un peu plus la langue parce que forcément, ils se sont moins préparés pour certains et donc c'est plus compliqué. Donc voilà, j'espère que cet exemple vous parle. Maintenant, je vais laisser Swazik Ouais. vous détailler rapidement un petit peu quand utiliser un audit de durabilité, par exemple. Ce qu'on voulait mettre en lumière ici, c'est qu'effectivement, notre audit de durabilité peut accompagner finalement les différentes phases de vie d'une entreprise, à la fois évidemment à la création lors de la définition de la stratégie pour intégrer dès le départ les indicateurs, enfin les éléments de durabilité et assurer la solidité du modèle, mais aussi dans les phases clés de développement de l'entreprise, que ce soit en levée de fonds ou bien lors de l'évaluation de l'impact d'un projet pour justement faire un pas de côté, s'assurer de la cohérence avec la stratégie et aller évaluer l'impact du projet, ou pour se différencier lors des mécanismes d'appel d'offres. Et enfin, lors du rachat ou de la transmission de l'entreprise pour maximiser sa valorisation. Pardon. Donc on arrive à la dernière partie de notre webinaire. On voulait aussi pas oublier cette partie-là qui est parfois voilà, pas la plus simple. Comment concrètement, après avoir fait ces diagnostics et ces analyses, on se met en marche. Donc Alexandra va détailler un petit peu plus des éléments. Oui, tout à fait, parce que l'audit, alors souvent c'est perçu quand on fait un diagnostic, peu importe le secteur, hein, même communication, etc., on dit voilà, c'est une fin en soi. En fait, non, c'est que le début. Au contraire, c'est vraiment le premier pilier et c'est vraiment le début ensuite de toute une stratégie qu'on va devoir déployer. L'audit, c'est une photo à un instant T. Ça permet de mesurer les risques, de regarder les leviers de performance, les actions à mener. Et donc voilà, une fois qu'on va avoir identifié toutes ces actions à mener, bah, il va falloir les prioriser. Et nous, on est vraiment convaincu que bah, la priorisation, elle doit se faire en fonction bah, de l'impact financier que ça va avoir sur l'entreprise. Qu'est-ce qui va permettre d'avoir une stabilité financière et même une meilleure performance financière sur l'entreprise et qu'est-ce qui va permettre de limiter les risques financiers pour l'entreprise. Une fois qu'on a fait cette priorisation, bah, il y a une phase qui est assez importante, c'est de la formaliser, de la partager. C'est parfois un peu oublié, mais parfois on a beaucoup de choses dans la tête. On a pris quelques notes, mais il faut vraiment l'avoir formalisé dans un document. Alors, pas besoin d'avoir un long roman de 150 pages hein, que personne ne va lire. C'est vraiment juste d'avoir quelque chose de formalisé, de très concret et qu'on va pouvoir partager dans l'entreprise. C'est vraiment important de le partager avec l'ensemble des collaborateurs dans tous les services. Parce que si normalement on s'engage dans une démarche de durabilité, ben, c'est toute l'entreprise et tous les collaborateurs qui vont être impactés. Bien sûr, il va falloir suivre. Est-ce que cette stratégie, elle est efficace, elle n'est pas efficace, elle va avoir parfois besoin d'être réajustée, mais pour faire ça, il va falloir déterminer des indicateurs de suivi qui sont pertinents. Donc là encore, nous, on n'est pas forcément, on n'a pas un parti pris sur il faut 50 KPI qu'on va regarder, etc. Il vaut mieux quelques indicateurs, 5-10 indicateurs qu'on va suivre régulièrement dans le temps, qui vont être vraiment le reflet de savoir qui vont permettre d'évaluer la stratégie, plutôt que des indicateurs qu'on va produire qui servent à rien et qui finalement finissent par être arrêtés d'être alimentés et qui sont plus regardés par personne. Donc on va regarder voilà, quel KPI on va mettre en place, à quelle fréquence on va les regarder. Et s'engager à les suivre régulièrement. Là, c'est pareil, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, ça va dépendre de ses ambitions, ça va dépendre de plein de choses. Et donc, il n'y a pas une réponse unique à apporter sur le suivi des KPI, mais c'est aussi une question d'être réaliste. Quelle fréquence réalistement on peut demander aux équipes de mettre à jour certains indicateurs et nous-mêmes de les suivre, de les regarder, de les analyser pour justement ajuster le plan d'action derrière. Voilà sur ce qui suit l'audit et comment on accompagne nous aussi derrière. Donc, on peut
on fait les audits. Alors, parfois, ça s'arrête à l'audit parce qu'il y a des internalisations. Parfois, on accompagne beaucoup plus loin et dans la durée. Mais dans tous les cas, que ce soit en interne ou en externe, ben, c'est important que ce soit fait. Donc, un petit focus sur comment... Pardon, excuse-moi Alexandra, Non, je vas-y, te c'est bon. coupe. Un petit focus sur le passage à l'action. Donc, par rapport à la méthodologie qu'on vous a expliquée, évidemment, vous pouvez essayer de la mettre, enfin, de la déployer dans vos propres organisations en interne. Vous avez probablement déjà des analyses qui ont été effectuées sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, des outils. Et aussi, il y a des ressources disponibles, hein, que ce soit par l'ADEME, que ce soit sur différents diagnostics gratuits. Voilà. Après, il y a un écueil à travailler en autonomie en interne, et c'est le problème, on pense, de manque de hauteur, d'être juge et partie. Et puis aussi, bah, chacun dans l'organisation a déjà ses projets, ses propres responsabilités. Donc ça va être difficile probablement d'avoir du temps tout simplement pour avancer de manière assez rapide. Alors que de se faire accompagner va permettre un arbitrage neutre et une prise de hauteur d'une personne extérieure à l'organisation pour avancer plus rapidement et de manière plus simple sur ces sujets. Et donc pour finir, ce qu'on voulait vous dire, c'est que nous avons formalisé l'ensemble de cette méthodologie dans un outil, hein, un audit de durabilité, qui est utilisable et disponible pour tout type d'entreprise. Alexandra, tu veux nous en dire un peu plus? Ouais, donc cet outil, on l'a co-construit donc avec Swazik sur la base de nos expériences qu'on a pu observer, qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est une méthodologie donc qui croise à la fois les critères ESG, donc environnement, social et gouvernance, et les critères financiers. Sur le volet de ESG, on s'appuie sur la réglementation en vigueur. Alors, même s'il y a des ajustements, etc., elle reste bien présente, cette CSRD. Et donc, on suit le cadre que la CSRD a fixé, qui est un cadre plutôt logique à actionner. Et donc, on procède à une évaluation chiffrée du risque. On identifie aussi vos leviers d'action. Donc, c'est vraiment un outil très opérationnel, très puissant, qui va vraiment permettre de prioriser les actions à mener et donc de le faire surtout aussi rapidement. Nous, on s'engage sur 10 jours ouvrés, sur des résultats en 10 jours ouvrés. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous mettre en marche assez rapidement. À partir du moment où on a les éléments, vous avez une photo complète pour savoir quoi faire, qu'est-ce qui aura le plus d'impact et comment vous lancer. Mais bon, comme on sait aussi que vous êtes tous généralement pressés de voir de quoi il s'agit et très envie de vous mettre en ordre de marche, on a aussi créé une version simplifiée, donc beaucoup plus courte que notre audit. Notre audit a un certain nombre, plusieurs dizaines de critères à être évalués. On a créé une version flash que vous pouvez réaliser en autonomie via une petite plateforme sur Internet. Donc, Swazik a mis le lien tout à l'heure dans le chat, mais on pourra le remettre s'il y a eu d'autres questions par-dessus pour que vous puissiez, pour que vous puissiez avoir accès. On vous mettra aussi avec le replay dans le mail qui accompagnera le replay. Et donc, vous allez pouvoir tester donc en autonomie, de manière anonyme. On ne collecte pas. Alors, vous verrez, quand vous vous connectez, on ne collecte pas votre adresse mail, etc., dès le début. C'est vraiment pour vous donner une idée de où se situe votre entreprise. Est-ce qu'elle est a priori sur quelques questions clés aptes à durer malgré les crises qui vont continuer d'arriver. Et puis, ça vous donne aussi une idée générale de comment l'audit fonctionne dans sa globalité avec un petit échantillon de cet audit. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller consulter cet audit, ce petit diagnostic flash que vous pouvez faire en ligne. Et puis, si vous avez besoin et que vous voulez en discuter, évidemment, on reste complètement disponible.
Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait partager avec vous à ce niveau-là. J'ai pas eu le temps, moi, de mon côté, d'aller voir s'il y a des questions, mais s'il y en a, on va y répondre. Et puis, n'hésitez pas aussi à prendre la parole, hein. C'est plus sympa aussi de pouvoir échanger de vive voix. Je vois qu'il n'y a pas spécifiquement de questions pour le moment. Charlotte a bien remis l'ensemble des liens. Donc merci Charlotte, et notamment du Diag Flash, comme Alexandra l'a expliqué. Donc effectivement, n'hésitez pas à prendre la parole. On n'est pas très nombreux si jamais vous avez une question ou vous voulez partager quelque chose. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait eu peut-être des petites coupures. J'espère que tout a été clair, du coup, dans tout ce qu'on a dit. Ok, merci Solange qui dit qu'elle n'a pas de questions et que la présentation était très claire. Donc évidemment, on vous mettra aussi, Charlotte mettra nos coordonnées, je pense, dans l'email. De toute façon, ils sont là, donc vous l'aurez avec le replay. N'hésitez pas voilà, à nous contacter si jamais vous voulez poursuivre les échanges et si vous avez des questions spécifiques par rapport à cet audit. Je vais arrêter le partage, peut-être comme ça, on pourra peut-être se voir s'il y en a. Moi, je ne vois pas. Hop, retour. Ah, là, vous ne voyez plus, hein, je partage Ouais, plus. bon, c'est bon. Merci. Eh ben, écoutez, si on n'a pas plus de questions, on va pas vous retenir plus longtemps, je pense, puisque tout le monde a sûrement des obligations et a peut-être même faim. C'est l'heure d'aller manger. C'est ça, très Oui, ou bien. si vous voulez en discuter aussi de manière plus personnalisée, enfin voilà, je sais que c'est pas forcément toujours évident de parler de son entreprise devant d'autres personnes qui sont d'autres entreprises, donc vous pouvez aussi nous contacter. Vous avez nos mails, on est très présente sur LinkedIn, que ce soit Swazik ou moi, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'échanger sur les problématiques spécifiques de votre entreprise et comment ça pourrait être utilisé dans votre structure. On est disponible par la suite. Et puis moi, j'aurai sûrement l'occasion de vous croiser quelques-uns à des événements du MFQM. Eh ben, bon appétit à Parfait. tous. Merci beaucoup pour cette belle présentation claire. En effet, on va remettre le lien sur la chaîne YouTube pour avoir le replay pour ceux qui avaient des petites micro-coupures. Et puis, du coup, dans la présentation, de toute façon, dans la vidéo, il y a aussi vos coordonnées. Donc, l'idée aussi, c'est d'aller s'enrichir. Merci aussi pour les exemples concrets qui sont vraiment parlants et qui aident à visualiser aussi le sujet. Et on remettra peut-être juste aussi le lien de l'autodiag, même si je l'ai mis Ouais, dans le déroulé, qu'on le mette aussi que je remettrai dans le mail aussi. ça Super. marche. Parfait. Merci Merci beaucoup, beaucoup. bon appétit. Merci à Bonne vous. Bon journée. À bientôt. appétit. Au Au revoir. revoir. Au revoir.